Il a beau plonger sa main dans les ténèbres, sa main ne noircit jamais. Sa main est imperméable à la nuit. Quand il s'en ira, car tous s'en vont un jour, j'imagine qu'il restera un très doux sourire en ce bas monde, un sourire qui n'arrêtera pas de dire oui, et encore oui, à tous les espoirs séculaires et démentis. Ce petit poème d'espoir, intitulé Le poète de Yanis Ritsos, est parfait pour introduire notre conférencier d'aujourd'hui. Faber Fabrice est une personnalité attachante par son sourire et qui est la marque de son aménité. Et derrière cet aspect ouvert, il y a un travailleur infatigable, attiré par la poésie et la philosophie de ses trois patries, la France, l'Italie et la Grèce. Il est né dans le sud de l'Italie en 1976, devient ingénieur à Rome et soutient sa thèse sur la restauration des monuments de l'Acropole à Athènes. Excusez du peu. Il vit et travaille à Paris. Il a traduit en italien La Prudence chez Aristote de Pierre Aubin, édition Studium en 2016, une brève étude sur les traductions philosophiques de Georges Seferis en 2018 et quelques articles sur le poète Leonardo Sinisgalli. Et en 2024, les éditions Bruno Doucet publient sa traduction des Jeux du ciel et de l'eau de Yanis Ritsos. Je lui laisse donc la parole. Merci à tous d'être présents aujourd'hui, cet après-midi. Et merci évidemment à Bernard Fournier qui a eu la capacité de me faire rougir dans sa présentation très généreuse et largement imméritée. Merci au Cercle Eleanor qui me fait l'honneur de m'incruster sur ces chaises qui ont vu des orateurs beaucoup plus équipés et profonds que moi. Si quelqu'un regarde à travers les fenêtres de la salle où nous sommes, il verra juste en face de nous, sur le boulevard Saint-Germain, un kiosque à journaux. Ce kiosque a peu changé depuis les années. Vous le verrez dans les vieilles photos des années 50, était légèrement déplacé vers l'église, mais il était toujours en place. Et quelqu'un, en passant en badaud ces jours-là, en passant ici-bas, aurait pu voir et acheter probablement cet numéro de lettres françaises, où quand vous voyez sur la première page, sur 3 colonnes, pour saluer Ritsos d'Aragon. Dans ces numéros, Aragon salue Ritsos, dont on a pu s'assurer qu'il était vivant. Ritsos avait été emprisonné, on en parlera pendant cet après-midi, cette brève conversation, et dont on craignait pour la vie du poète. Aragon écrit sur cette première page: le poète est maintenant à Athènes, libre. Il a 49 ans. Et sur ces textes, on peut maintenant les voir grandeur nature. Il faut savoir les saluer et les dire très haut. C'est un des plus grands et des plus singuliers parmi les poètes d'aujourd'hui. Pour ma part, il y avait longtemps que quelque chose ne m'avait pas donné comme ces chants, les chocs violents du génie. Je sais, ces mots-là ne se prononcent pas, ou tout au moins, il ne faut pas l'écrire. Je n'ai plus rien, je ne les retire pas. Et donc, vous voyez Aragon qui n'épargne pas de mots pour saluer effectivement Ritsos, l'un des plus grands poètes contemporains. La vie et le parcours de Ritsos se entrecroisent profondément avec son œuvre poétique. L'œuvre de Ritsos peut être comprise à la lumière de sa vie, même si elle ne dépend pas strictement d'elle, mais ce que nous cherchons de faire aujourd'hui est de parcourir à la fois les tissus biographiques, strictement biographiques du poète et son œuvre. Évidemment, il s'agira d'une panoramique nécessairement incomplète. Il y aura des épisodes dont on n'aura pas le temps de parler, mais j'espère vous donner, au moins par le biais de quelques épisodes, quelques anecdotes, les ressentis de l'œuvre
de Ritsos, de l'influence que sa vie et ses engagements ont porté dans son œuvre. Eh bien, Ritsos naît, j'ai laissé un dépliant sur les tables, dans une ville de la Laconie, dans le Péloponnèse, Monemvasia, qui est une espèce de Gibraltar grec. Sur une petite presqu'île, ces maisons magnifiques de l'âge du XVIIe siècle, grosso modo, et plus récentes, sont toutes étalées sur un rocher. Et vous verrez la petite photo qui donne directement sur la mer. Un paysage magnifique, grandiose. Donc, ces murailles dont la couleur rougeâtre se confond avec les falaises calcaires, les figues de Barbarie, la coupole de l'église qui domine les rochers tout en hauteur sur la mer bleue et infinie, et un lieu qui résume différents éléments de la vie et de la tradition grecque. Évidemment, l'Antiquité. Peu loin de cette ville, il y a un site archéologique d'une ville qui s'appelle Epidavros Limera, Épidore Limera, dont subsistent encore aujourd'hui des ruines. La tradition byzantine, la présence de Venise, c'était une escale commerciale des Vénitiens. Et évidemment, l'histoire successive de la Grèce. Tout cela laisse un témoignage architectural, historique dans cette ville. La famille de Ritsos, c'est une famille des grands propriétaires terriens. Nous sommes en 1909. Ritsos naît emblématiquement le 1er mai de cette année. La vie au début et les contextes familiales de Ritsos en font un enfant doré, une jeunesse, on pourrait dire presque gâtée. Mais très rapidement, malheureusement, pour toute une série de raisons, la vie de Ritsos vient être marquée par la souffrance, la déception, la chute, la perte. Les pères de Ritsos, je le disais, un propriétaire terrien, leurs propriétés sont très très vastes, mais une réforme agraire des années immédiatement successives à la naissance du poète perturbe l'équilibre des rentes qui s'était établi. Les pères aiment beaucoup jouer aux cartes et ils dispersent beaucoup de patrimoine de la famille dans les jeux, dans l'alcool. Il en faudra encore quelques années pour détruire ces patrimoines familiales, mais d'autres événements sombres arriveront frapper la famille du poète et constituer aussi les tissus de sa jeunesse. Il y a un épisode intéressant. Vous admettrez que pendant cette relation, je ferai parler plutôt les poètes que moi-même, c'est beaucoup plus intéressant. Le poète va être scolarisé dans cette même ville avec sa sœur, Lula, qui sera un personnage important de son parcours. Et il relate de ses premiers jours à l'école. Ritsos dit « Je n'étais pas un bon élève. Ma sœur, oui, elle était une élève très sérieuse, disciplinée, elle aimait beaucoup travailler. Et moi, par contre, je n'aimais pas trop faire les exercices de mathématiques. Je préférais dessiner des poules, des maisonnettes, des fleurs. Je préférais jouer avec les cerfs-volants, jouer à la guerre avec mes copains. Et parfois, je m'amusais même à faire des petites blagues à mon maître. Je lui retirais son journal pendant qu'elle lisait. Évidemment, je payais tout cela. Et souvent, on m'envoyait au coin, on me punissait pour cela. Je commençais à payer de ma jeunesse, mais on paye tout dans sa vie, dit Ritsos. Et il y a une chose qui dit Ritsos très intéressante, une marque de sa vie très intéressante. Naturellement, ces souvenirs arrivent beaucoup plus tard, ces témoignages, mais reflètent un épisode et un élément de toute la vie du poète. Ritsos dit « Je peux dire qu'elle me faisait plaisir. J'étais presque contente d'être punie. Parce qu'évidemment, avec la punition, on perd quelque part sa liberté d'action, mais on gagne d'autres choses. » Écoutez ce qu'il dit Ritsos. « En payant avec des punitions, on gagne beaucoup d'autres choses. Je considère qu'un homme qui n'a jamais été puni dans sa vie ne sait pas ce qui veut dire enfreindre un interdit. Et comme la vie est pleine d'interdits, j'ai prêt à travailler ma poésie en dépassant ces interdits. C'est pour cela que dans mon art, comme on l'a souvent reconnu, on n'a jamais entendu un non. Ainsi donc, depuis mon enfance, j'ai pris à aimer mes punitions. J'ai pris à aimer qu'on m'envoyait au coin
Et quand on m'envoyait au coin, il m'arrivait quelque chose de particulier, un secret, contre l'autorité. J'envoyais à mon tour tous ceux qui me mettaient au coin, à mon tour en punition. Il a été de même dans ma vie beaucoup d'autres fois, avec des gens puissants et nombreuses. Mais moi, avec ma poésie, je les envoyais au coin. De toutes ces souffrances, de tous ces interdits, j'ai gagné une grande joie, celle de les dépasser. Alors vous voyez que dans Ritsos, tout de suite, immédiatement dans sa vie, se cristallise cette polarité. D'un côté, la souffrance, les limites de la vie, les interdits, et on verra que dans sa vie, il y en aura beaucoup et d'injustes, mais la possibilité d'aller au-delà par la lettre, par la parole poétique, par la poésie. Je vous disais donc, cette jeunesse initialement confortable procède assez rapidement vers la ruine. La famille de Ritsos, son frère qui est élève dans l'école militaire de la marine à Athènes, donc voilà, avec un futur prestigieux assuré, tombe malade de tuberculose. La mère aussi de Ritsos est malade de tuberculose. Ritsos lui-même souffrait de cette maladie. Et il y a donc une dégringolade catastrophique de la famille. Il y a des épisodes très touchants. Les frères Mimis, les frères aînés de Ritsos, l'officier de marine, continuent à envoyer des lettres à sa mère, et même quand il sent que sa fin, sa propre mort est proche, post-date des lettres, les retards de lettres, pour qu'elles puissent être envoyées à la mère et qu'il ne puisse pas penser que son fils est mort. Donc vous voyez des épisodes fortement dramatiques. À son âge à ses 12 ans pratiquement, 11 ans, Ritsos se trouve orphelin de sa mère et confronté donc à une réalité immédiatement très dure. La famille continue à perdre ses propriétés. Le père sombre dans une dépression très profonde qui l'amènera à l'hôpital psychiatrique, duquel ne sortira jamais plus. Et le jeune Ritsos doit composer avec ces difficultés. Mais vous verrez, à chaque pas de la vie du poète, à chaque difficulté, chaque souffrance, il y aura toujours la force, la capacité de dépasser. Il est poète natis xepernao, je le dépasserai les difficultés. Il s'inscrit au lycée de Gittion, une ville en Laconie, toujours près de Bonnevasia, la ville où il est né. Il y a un autre épisode que je me permets de partager avec vous. Il va à l'école avec sa sœur, donc il fait ses études, son lycée. Et chaque matin, il doit passer, pour aller à l'école, il doit passer devant l'abattoir. Et le poète se souvient de ses écrits autobiographiques qu'il a rédigés à la fin de sa vie. J'avais peur de cela. J'entendais les mugissements des veaux. J'entendais les animaux lever leurs cris de désespoir. Je voyais les sangs qui coulaient dans un petit caniveau jusqu'à la mer. Et tout ça m'effrayait. Je courais pour rendre ces passages le plus rapides possible. Cette peur, il disait, m'effrayait, me bloquait. C'est quoi ces faiblesses? Qu'est-ce que c'est cette peur que tu as? Je disais à moi-même. Tu ne devras pas faire le service militaire un jour? Comment tu vas grandir avec cette peur? Et alors il dit, Ritsos, j'ai décidé de changer d'attitude, de regarder la beauté du bâtiment. C'était un beau bâtiment néoclassique, avec des corniches, des colonnes ioniques. J'ai cherché de regarder la beauté du ciel, de regarder la beauté de la mer. Et il dit, un jour, je suis arrivé à passer devant l'abattoir sans avoir peur, en me prenant tout mon temps, en y allant d'un pas lent. Et il conclut, c'était la première bataille avec moi-même et avec la mort, et la première victoire. Je ne voulais plus m'accommoder de la mort, ni me réconcilier avec la mort. Je voulais me battre contre elle. Évidemment, c'est des souvenirs de l'âge mûr de Ritsos, évidemment des reconstitutions qui ont une valeur évidemment littéraire. Mais vous voyez, c'est des épisodes qui nous disent quel est le levier dont les poètes se servent pour se confronter au réel parfois dur. Et il arrive ensuite à Athènes, après ses études à Gittion, et s'inscrit à la faculté de droit.
qui fréquentera jamais, mais c'était la celle où on pouvait accéder à un restaurant universitaire pratiquement gratuit. Et il fait les 1000 métiers. Il doit vraiment composer avec des conditions économiques désormais désastreuses. Il fait les copistes à la Banque nationale de Grèce et il fait aussi, à un moment donné, il devient aide bibliothécaire dans les barreaux des avocats d'Athènes. Et la chose intéressante qui est dans cette fonction-là, donc au copiste, donc à l'écriture comme quotidien de son activité, il rédige des diplômes, des certificats officiels. Et tout cela, je vous fais passer ces petites reproductions que je vous invite à voir. Il développe un goût pour la calligraphie et l'écriture qui il restera pendant toute sa vie. Voilà, là, c'est quelques exemples que j'ai photocopiés, évidemment, de ses écrits et de son écriture. Donc, il s'accommode de ses métiers alimentaires pour survivre et il commence, par contre, à composer quelques premiers poèmes. Il avait déjà composé dans sa jeunesse quelques vers pour des revues de la jeunesse et de l'enfance, mais ce n'est vraiment qu'après ces épisodes complexes et ce contact avec la ville d'Athènes qu'il commence à mûrir son style littéraire plus structuré, plus mûr. Je vous avais dit la famille était atteinte de tuberculose. Un sera de même pour lui, qui sera interné dans un sanatorium plutôt, et d'abord à Athènes et ensuite en Crète. Il y a un autre épisode intéressant de cette expérience. La condition de ces sanatoriums était évidemment très différente selon les niveaux de revenus des patients. Voilà, quelle situation dans laquelle je risque de se confronter, on se confronte déjà aujourd'hui, hélas, mais à l'époque encore plus accentué. Les gens qui ne pouvaient pas payer avaient juste une sorte de billet de la part de la mairie d'Athènes, étaient traités très très mal. À la Crète où il va être hospitalisé, Ritsos raconte qu'il pleuvait autant à l'intérieur qu'à l'extérieur du sanatorium par mauvais temps, qu'il s'agissait d'ailleurs d'un ancien heliotrivio, un moulin à huile, quoi. Et dans cette expérience, encore une fois, l'écriture sert d'outil de dépassement. Ritsos écrit un journal local, soulève un scandale sur les conditions dans lesquelles les poitrinaires, comme on disait à l'époque, se trouvent et obtient que ces sanatoriums soient fermés. Encore une fois, l'écriture comme instrument pour agir sur la réalité concrètement, pour se mettre au service des souffrances des derniers et de concrètement produire les rachats de la condition misérable dans laquelle l'homme peut se trouver. Vous l'avez compris, c'est un thème qui revient très très souvent. Ces années-là, c'est de ses voisins d'Élie que Ritsos commence à prendre et être en contact des idéaux socialistes, des idéaux marxistes. Il adhérera en 1934 au Parti communiste grec, et auquel il sera fidèle toute sa vie. Et en même temps, il adhère à une compagnie théâtrale. Donc, il sort de l'hôpital et va faire les danseurs dans une compagnie théâtrale. C'est les mêmes années où le père est interné à l'hôpital psychiatrique et dans lesquelles il écrit ses premières compositions. Donc, il y a toujours des conditions contraintes, sombres, lourdes dans la vie de l'homme, mais la capacité de la parole, du vers, de dépasser tout cela. L'un des éléments fondamentaux de la vie poétique de Ritsos arrive en 1936. Nous sommes au mois de mai. Depuis la France arrivent les échos de la victoire du Front populaire. Et il se trouve, excusez-moi un instant, dans ces mêmes années, à Thessalonique, se déroule une grève imposante des ouvriers de la manufacture de tabac. La police réagit et fait un véritable massacre. Vous voyez ici la une du journal du Parti communiste de l'époque, les Rizzospastis, et qui annonce la répression farouche. Vous voyez, Metaxas, qui était les présidents dictateurs, on va dire, de la Grèce dans ces années-là, qui est caricaturé
en Asie, vous voyez, avec un chat qui écrase la foule. Et ce n'est pas qu'une caricature parce qu'il y a eu beaucoup de morts. Et surtout, vous voyez en bas ici, une image tragique qui a beaucoup impressionné les lecteurs de tous les journaux, et en particulier de Ritsos, avec une mère qui plonge sur les corps de son enfant mort. Je vous fais circuler cette photo qui a beaucoup choqué Ritsos. Ritsos se renferme dans sa chambre à Athènes pendant 2 jours, ne mange pas, ne dort pas, et il compose euh, un poème qui est peut-être son première grande œuvre poétique. Dans les cordes et dans les modules de la chanson populaire des lamentations funèbres, Ritsos compose en 1936 Epitaphios. Je vous en lis quelques extraits. La mère, donc, au milieu de la route, pleure son enfant mort et se désespère de son absence. Lève-toi, mon cœur, on a fait tard. Il est haut sur nos têtes, le soleil et ton repas s'est fait froid dans son assiette. Ton bleu de travail, accroché sur la porte de la chambre, attendra impatiemment ton corps, poli comme du marbre. Attendra l'eau impatiemment froide, ta bouche fraîche, il attendra ton souffle, en vain, les crépits de la pièce. Il attendra aussi les chats pour jouer entre tes jambes, le soleil pour dorer tes yeux, désœuvrés dans l'attente. Il attendra ton pas assuré encore, notre ruelle. Ta voix, telle celle d'un rossignol, attendront les persiennes. Aussi tes camarades, mon cœur, qui au soir des retrouvailles parlaient en s'enflammant par leurs mots de bataille. Est-il porté dans la maison la terre et sa lumière, ils seront là, attendant pendant la nuit entière. Et moi, courbé, je resterai des jours, des nuits à attendre que près de toi la mort, mon bien, elle vienne pour me prendre. C'est un petit extrait de ces poèmes monumentaux qui se déroulent le long de 20 strophes comme celle-ci, et dans lesquelles vous voyez les poètes se préoccupent à la fois de mettre sous la bouche d'une dame, d'une femme du peuple, avec des mots simples, avec aussi une sonorité et un style rythmique de la poésie populaire, des vérités dramatiques qui dépassent évidemment sa propre conscience et qui deviennent un regard collectif sur l'injustice, sur la souffrance de l'homme. Vous avez remarqué aussi, et c'est une nouveauté dans la poésie grecque, Ritsos, c'est le premier qui a introduit ces éléments-là, on parle de bleu de travail, on parle d'assiette à laquelle la soupe refroidit, on parle de la porte de la chambre, les crépits de la pièce. Alors, cette attention vers les objets du quotidien sont l'une des nouveautés techniquement dans la littérature grecque qui sont introduites par Ritsos. Ritsos veut parler du quotidien pour l'anoblir politiquement et poétiquement, et aussi permettre à quiconque de se reconnaître dans cela. La poésie nous regarde. C'est quelque chose qui nous parle de notre quotidien. Il y aura plus tard dans cette interview, Ritsos, la poésie n'est pas un loisir, c'est une expression nécessaire de l'homme. Et avec ces objets du quotidien, cette simplicité qui émerge, qui peut nous paraître désormais acquise dans la poésie contemporaine, pour Ritsos, c'est une nouveauté, en tout cas c'est une nouveauté de la poésie grecque, il s'en sort l'une des chiffres et l'une des leviers de la poésie de Ritsos. Ces poèmes lui donnent une grande célébrité et il est publié quelques jours sous ce même journal que vous avez vu, le Rhizos Pastis. Il est imprimé en plusieurs copies, distribuées par les journaux. Les régimes des Métaxas, les poésiens de la Grèce, décident de les brûler publiquement sur la place publique à Athènes, au pied des colonnes du temple des Zeus olympiens. Les œuvres de Ritsos sont brûlées avec celles de Marx, de Lénine, de Gorky, d'Anatole France, et Ritsos se souviendra de dire quel honneur d'être brûlé avec des auteurs si importants. Les œuvres de Ritsos de cette période, donc, dans ces cas-là, signées par une souffrance profonde, vous l'avez entendu, sont aussi, par contre, capables de relever les tons,
chanter l'espoir. À la fin, en effet, de l'Epitaphios, qui est cet poème dont je viens de vous lire un extrait, il y a l'espoir que la souffrance et les sacrifices de son fils ne soient pas vains, mais qui rejaillissent sur les luttes des autres. Ces mêmes années, l'année suivante, Ritsos écrit pour sa sœur. Vous vous rappelez les histoires familiales avec les tristes et sombres destins de la mère et du frère. Ritsos reste très lié avec sa sœur, qui elle connaît aussi un destin très très difficile. Va elle aussi être internée en hôpital psychiatrique parce qu'elle est frappée par une profonde dépression avec des événements dont j'étais les détails, mais à laquelle dédie un livre magnifique, un poème qui s'appelle « Les chants de ma sœur ». Il dédie à sa sœur souffrante ces poèmes qui est à la fois les constats de la souffrance. Il part de la douleur de la condition de la sœur et donc de l'homme en général. Par contre, pour les racheter dans un espoir lumineux et inoxydable, je demanderai d'en lire un extrait d'un petit passage. Ma sœur, relève la tête. Je me penche près de toi et je t'apporte nos matines enfantines pour que tu respires profondément l'odeur salée de notre île, les murmures du soir, et ayant traversé la brume du retour, que tu abordes à mon côté. Retourne, ma sœur, à la petite Bethléem qui nous a fait naître beaux et humbles. Et moi, tu verras, je dépouillerai les rêves de Jérusalem qui m'ont emporté loin de toi. Et à jamais auprès de toi je resterai un simple grillon qui pour toi chantera les nuits de printemps. Vous voyez que dans la poésie d'Eritsos, il y a des éléments à la fois autobiographiques, l'odeur salée de notre île, des grandes évocations littéraires, évidemment intemporelles. On parle de Bethléem, on parle de Jérusalem. Donc, évidemment, il y a les dépôts de la culture byzantine, évidemment du christianisme, dans sa valeur symbolique, je dirais presque messianique. Et toujours la balance entre la souffrance, la douleur, la contrainte que la réalité nous impose et la capacité d'aller au-delà. Ce style qui encore, il y a parmi les premiers exemples de la poésie d'Eritsos, hésite encore entre différentes tendances. Il y a des poètes qui l'ont précédé auxquels s'inspirer, comme par exemple Kariotakis, Porphyre, et ainsi de suite. Mais il commence à mûrir un style personnel où les souvenirs, les épisodes spécifiques sont transcendés pour devenir des métaphores de la condition humaine dans son ensemble. Il y a aussi la notion un peu de mort et de résurrection qui est présente, qui était aussi parmi les leviers de la poésie de Kazantzakis, par exemple. Dans ces mêmes années, et nous sommes donc à la veille de la Première Guerre mondiale, de la Deuxième Guerre mondiale, pardonnez-moi, l'intervention italienne est de 1940, et dans ces mêmes années, Ritsos, probablement sollicité par certains critiques littéraires dans des revues littéraires qui avaient vu son œuvre comme peu trop marquée par les aspects et les contraintes personnelles, s'adresse à une dimension vraiment cosmique, très très large. Et il chante dans un moment sombre qui est celui de l'occupation et de la guerre, la joie de la vie, la puissance de l'évocation et de l'imagination humaine. C'est le cas de La Marche de l'Océan de 1940, dont on vous lit aussi un extrait. Je sens aux épaules le fourmillement intense, alors que poussent toujours plus jeunes et plus larges nos ailes. Relève tes cils, le monde resplendit hors de ta tristesse. Lumière et sang, chant et silence. Mes chers semblables, comment pouvez-vous encore vous courber? Comment pouvez-vous ne pas sourire? Ouvrez les fenêtres.
Je me lave à la lumière, je sors sur le balcon nu pour respirer à fond l'air éternel aux fortes senteurs de la forêt humide, au goût salé de la mer infinie. Le monde resplendit, infatigable, qu'il soit regardé. Vous voyez comme Ritsos, vous l'avez compris, contempère à chaque fois la rudesse du destin, les limites de la vie avec cet élan. On pourrait imaginer une posture rhétorique. Vous voyez que Ritsos se tient toujours à l'abri de cela, avec par exemple l'hésitation, avec l'incertitude, avec la modestie des événements, des personnages qu'il observe. De ce point de vue-là, il fait donc une œuvre toujours de raccordement entre la banalité du quotidien, les souffrances banales, bien que dramatiques, que tous les hommes peuvent ressentir, et les auteurs de la poésie et de l'imagination. Ces années, comme vous le savez, sont les années les plus dures pour la Grèce, pour l'Europe. Ritsos adhère à la résistance, participe à la section artistique du Front de libération, on pourrait dire comme ça, grec, et s'oppose, comme beaucoup de militants de gauche, à l'emprise que les forces monarchistes, appuyées par l'Angleterre, veulent imposer à la Grèce, notamment après la Deuxième Guerre mondiale. Il y a un conflit, une guerre civile entre les forces de la gauche et les forces monarchistes. À la veille de son arrestation en 1948, parce qu'il est membre du Parti communiste et parce que la répression frappe très durement les membres de la gauche dans leur ensemble et les résistants, Ritsos compose aussi un autre ouvrage qui est très célèbre, l'un de ses ouvrages peut-être les plus connus, en tout cas les mieux connus en Grèce même, où les gens vous arrivent, les chantent dans la rue parce qu'ils ont été mis en musique par Theodorakis. Ça s'appelle Grécité Romiosini, et c'est un chant où Ritsos lance un message. Regardez, les opposants, les résistants, ceux qui luttent aujourd'hui, ne sont pas des parias, ne sont pas des ennemis de la Grèce. Ce sont les vrais héritiers de la tradition de lutte de la Grèce. C'est les vrais héritiers des révolutionnaires des années 1820. C'est ceux qui, comme les héros nationaux grecs de la révolution d'indépendance de 1821, ont porté les vrais messages, ont interprété, ont dit, ont exprimé la vraie voix de la Grèce. Et on vous en lit un extrait de ce magnifique poème de Grécité, de la traduction de Jacques Lacarrière. Il a été publié plus tard, mais il a été écrit en 1945. Donc c'est pour ça que je vous propose de le lire à ce moment-là. Ces arbres ne peuvent se rassasier de moins de ciel. Ces pierres ne peuvent se rassasier sous les pas étrangers. Et ces hommes ne peuvent se rassasier que de soleil. Et ces cœurs ne peuvent se rassasier que de justice. Ce pays est aussi dur que le silence. Il serre contre son sein ses dalles embrasées. Il serre dans la lumière ses vignes et ses oliviers orphelins. Il serre les dents. Il n'y a pas d'eau, seulement de la lumière. Le chemin se perd dans la lumière. Métal est l'ombre de l'enclos. Ces arbres sont devenus pierres, et les rivières, et les cris dans la chaux du soleil. La racine se heurte au marbre. Chênes empoussiérés, ce mulet, ce rocher, haletant, il n'y a pas d'eau. Tous ont soif depuis des années, tous mâchent une bouchée de ciel au-dessus de leur amertume. Leurs yeux sont rouges à force de veiller. Une ride profonde gîte entre leurs sourcils, comme entre deux collines, au crépuscule, un fin cyprès. Leur main est rivée au fusil. Leur fusil prolonge leurs mains prolongent leur âme. Sur leurs lèvres habite la colère, et le chagrin luit au fond de leurs yeux, comme une étoile au fond d'un creux de sel. Quand ils serrent les poings, le soleil est certain pour le monde. Quand ils sourient,
une petite hirondelle s'échappe du buisson de leur barbe. Quand ils dorment, 12 étoiles tombent de leurs poches vides. Et quand on les tue, la vie grimpe la pente avec tambours et drapeaux. Donc, c'est un poème dans lequel Ritsos signale déjà son choix, je dirais, civilisationnel. Ce n'est que dans la lutte que l'histoire peut progresser, ce n'est que dans la souffrance et les dépassements de la souffrance que l'homme peut créer, peut être vivant. C'est des années particulièrement complexes pour l'histoire européenne. En Grèce, je le disais, le pays est divisé par cette véritable guerre civile et qui coûte l'internement à Ritsos et à beaucoup d'autres opposants au régime. Il est déporté dans une petite île près du Cap Sunion, l'île de Macronissos, dans laquelle il est assujetti à des conditions de presque esclavage, de travaux forcés. C'est un campement militaire où les prisonniers dorment dans des tentes, boivent de l'eau récupérée dans des bassins qui ne sont pas assainis, etc. Et c'est des années particulièrement complexes. Encore une fois, Ritsos réagit avec vigueur et volonté. Il y a un épisode intéressant de ces années. Il nous est référé par un autre poète qui se trouve prisonnier avec Ritsos, Titos Patrikios, et qui, dans les intervalles de marche, des constructions, de l'exécution de ces travaux absolument contradictoires, absurdes qui sont opposés aux prisonniers, va parler à Ritsos et dit « Yannis, moi j'arrête d'écrire. Je ne veux plus écrire. Ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qu'on est en train de faire avec la poésie ici, avec les massacres, les tortures que nous avons posées? Quelle valeur a-t-elle? C'est des distractions bourgeoises. Qu'est-ce que c'est ces passe-temps inutiles ?» Et Ritsos le regarde et lui dit « Ne me répète jamais plus des bêtises de cette nature. Si tu ne reviens pas me voir avec de nouveaux poèmes, je ne t'adresserai jamais plus la parole. » Et effectivement, vous voyez, Ritsos prend la poésie au sérieux. Et Titos Patrikios, naturellement, suit les conseils, et heureusement, de Ritsos, et se met et suit de manière disciplinée cette recommandation. Et les conditions sont très dures. Ritsos, il est comme tout le monde, effectivement, soumis à des traitements très dégradants qui forcent et cherchent d'induire les prisonniers à signer une déclaration de repentance, une ville aussi, une déclaration dans laquelle ils disent, voilà, je renonce à mes idéaux communistes, la santé de la Grèce ne peut venir que des rois, etc., que du roi. Et la perfidie du régime est telle que, une fois cette déclaration estorquée, elle est publiée sous les journaux, elle est affichée dans les villages de naissance des prisonniers. Ritsos semble être sur le point de craquer parce que les conditions sont vraiment abominables. Mais un jour, en s'approchant vers la table où on l'attend avec les stylos, il dit « J'ai vu la mer, j'ai vu la Grèce, je ne peux pas traire la Grèce. » Et il refuse de signer. Et les fonctionnaires, les militaires, l'officier disent « Vous aviez dit que vous avez signé, on était d'accord. » Et pourtant non. Cela déclenche un grand enthousiasme parce que Ritsos est déjà connu. Vous vous rappelez l'épisode du poème de la place à Thessalonique. Donc, c'est un poète qui est estimé et apprécié par les Grecs et naturellement dans les milieux de la gauche et donne un prestige, un aura très, très, très grand à Ritsos. Ritsos réussit, malgré les interdits, à écrire dans ces conditions, continue à écrire des poèmes. Naturellement, il doit les cacher. Alors, avec la complicité d'autres prisonniers, il les enroule, les met dans des bouteilles et les enterre sous terre. Ils arrivent à distraire les gardiens et ils seront après retrouvés dans les années suivantes. La situation, donc, est particulièrement difficile. Il compose aussi dans ces années une lettre à Joliot-Curie, toujours de l'île de Macronissos, la présence de la France comme un modèle de démocratie, d'émancipation, un pays où les luttes ont apporté le progrès social est présente à Ritsos et c'est toujours une référence importante qui d'ailleurs
Vous l'avez vu, les lettres françaises témoignent de manière directe. En 1952, suite aussi à une pétition internationale signée entre autres par Aragon, Ritsos est libéré et il peut reprendre ses activités normales, hein, pour ainsi dire. Il participe à des cercles culturels, il est candidat même d'un parti de gauche sans être élu au Parlement. Il collabore avec des journaux, mais là, sa vie reprend vraiment un souffle et une vigueur très forte, très profond. 1954, se marie et a une fille, Eri, qui j'ai eu l'occasion de rencontrer et avec laquelle j'ai pu échanger, est une personne vraiment adorable, à laquelle elle dédiera aussi un poème, Étoile du matin. C'est les années de grande créativité pour Ritsos. La Grèce semble se libérer de ce carcan tragique de l'oppression politique étrangère, bien qu'avec les blessures très lourdes de cette guerre civile, avec les prix que vous avez entendus, il a fallu payer, il y a un chemin d'espoir qui s'ouvre. Il y a des forces aussi progressistes qui s'organisent, les partis des masses arrivent à augmenter leur consensus, des grands mouvements d'innovation et de progrès se mettent en branle. Ces années-là sont les années dans lesquelles aussi Ritsos a une énorme vague créative et dans lesquelles il compose une de ses œuvres les plus importantes, qui reste par les styles, les modalités et les messages l'un des socles de son œuvre successive. Il s'agit de la sonate au clair de lune. En imaginant un texte de type théâtral, avec donc des indications scéniques dont on vous lira un extrait, vous verrez que par contre ne peuvent pas être mises en scène, les poètes s'approchent encore une fois d'une réalité quotidienne et banale pour dire des grandes vérités. Je vous propose d'en écouter un extrait. Soirée de printemps, grande pièce d'une vieille maison. Une femme âgée, vêtue en noir, parle à un jeune homme. La lumière est restée éteinte. Depuis les 2 fenêtres rentre un implacable clair de lune. J'oubliais de dire que la femme en noir a publié 2 ou 3 intéressants recueils poétiques d'inspiration religieuse. Donc, la femme en noir parle au jeune homme. Laisse-moi venir avec toi. Quelle lune ce soir! Elle est bonne, la lune. On ne verra pas que mes cheveux sont devenus blancs. La lune dorera à nouveau mes cheveux. On ne comprendra pas. Laisse-moi venir avec toi. Quand il y a la lune, les ombres dans la maison s'allongent. Des mains invisibles écartent les rideaux. Un doigt imperceptible écrit sur la paupière du piano des mots oubliés. Je ne veux pas les entendre. Silence. Laisse-moi venir avec toi, un peu plus bas, jusqu'à la cour de la briqueterie, jusqu'au virage de la rue, où l'on voit la ville de béton et d'air, enduite par la lumière de la lune, si indifférente et éthérée, si concrète, presque métaphysique, au point que tu pourrais croire que tu existes et n'existes pas, que tu n'as jamais existé, que n'a jamais existé le temps et sa ruine. Laisse-moi venir avec toi. Nous allons nous asseoir un peu sur le muret, au sommet de la butte, et dès que le vent printanier soufflera, nous pourrons déjà imaginer de voler, car très souvent, et même maintenant, j'entends le bruit de ma robe, tel le bruit de 2 selles puissantes qui s'ouvrent et se referment. Et quand on se referme dans ce bruit de voile, on sent sa gorge figée, ses poumons, ses chairs, et ainsi serrés par les muscles de l'air céleste, dans les nerfs robustes de la hauteur. Peu importe qu'on parte ou qu'on revienne, et peu importe que mes cheveux aient blanchi, ce n'est pas ça ma peine. Ma peine, c'est que mon cœur ne devienne blanc aussi. Laisse-moi venir avec toi. Ritsos utilisera ces schémas où il y a un
monologue de facto. Il y a deux personnages sur cette scène imaginaire, mais c'est un seul qui prend la parole pour toute une série d'œuvres successives. C'est une œuvre fondatrice parce que dans les styles, bien que cette idée du monologue pardon, et de l'indication scénique soit empruntée à un autre grand poète, Varnalis, il est néanmoins la trouvaille, si je peux ainsi dire, littéraire qui caractérisera son œuvre. Ritsos reprendra ces modules très souvent dans toute une série d'œuvres conçues de cette manière. Donc, une indication scénique, un personnage, souvent âgé, qui parle à un autre, qui reste muet, dans un recueil qui s'appellera Quatrième dimension. Les personnages sont à la fois des gens du quotidien ou alors les grands protagonistes de la mythologie. Des autres titres vous suffiront à en avoir une idée. Hélène, Chrysothémie, Phèdre, etc. C'est des personnages mythologiques, mais évidemment, la mythologie, ce n'est qu'un prétexte. C'est une manière de parler du quotidien, de la réalité, de la souffrance évidemment éternelle de l'homme. Un mécanisme qui d'ailleurs dans la littérature universelle a été souvent repris. Cette modalité servira aussi à Ritsos pour adapter son langage et les faire passer sous les filets de la censure. 1956, cet ouvrage vaut à Ritsos le prix national de la poésie et une grande renommée. Les lettres françaises qu'on a vues tout à l'heure, si j'arrive à les extraire, publient effectivement la sonate en traduction, une traduction différente de celle qu'on a lue tout à l'heure, et lui donne évidemment une très grande renommée et un grand succès. C'est des années dans lesquelles aussi Ritsos voyage à l'étranger, voyage en Union soviétique, en Roumanie, et rencontre Nazim Hikmet, avec lequel il aura une amitié, bien que pas très fréquente, mais très profonde, et aussi compose dans cette période, je dirais, faste pour sa production littéraire, un autre ouvrage dont je vous lis un extrait, ça s'appelle Les Jeux du ciel et de l'eau, et qui regarde la nature sans se contenter par contre d'une simple contemplation. On va les lire dans les deux langues. Voilà. Ah, merci, c'est gentil. Merci beaucoup. Alors, c'est un ouvrage où vous verrez la dimension métrique est très forte et qui, j'ai cherché dans la traduction que je n'ai fait, de respecter les tons. Allez, lisons celle-ci. Karek laivarkatu taxideve, poskathotan e panostan iktonero horis natrambelizete. Panosta rona tuegrafe, ke tipota venkitaze. Girotu ktiperan takimata ke takartiatu de verhotane. Megalo sitan santimonaxia, monodiametra pour Galasius. Vous entendez, il y a cet rythme qui, évidemment, est assez reconnaissable, ça devient presque une comptine d'enfant. En français. Sa chaise taille un bateau, il voyageait. Comment tenir au large sur l'eau, résistant parmi les flots, sans chanceler? Il écrivait sur ses genoux, sans regarder ni se soucier. Tout autour de lui claquaient les vagues. Pourtant, ses papiers n'en étaient pas mouillés. Il était grand comme la solitude, de 2 mesures à peine encore plus bleues. Vous voyez, il y a toujours la quotidianité, un voyage en bateau pour se rendre sur l'île de Samos, qui devient évidemment un parcours poétique et lyrique. Il y en a une autre qui est toujours parcourue par la joie et la beauté de la nature et qui donne aussi une dimension jusque-là un peu cachée d'Eritsos. La joie dans la vie, la beauté du monde qui donne du sens au monde. Nuit aux teintes bleues et noires, aux rayures orangées, les pommiers fleuris en secret, nuit aux teintes bleues et noires. Des couleurs, des nombres de cercles, émeraude au teint rosé, 3, 5, 7 et enfin 9, des couleurs, des nombres de cercles,
et par-dessous tout la lune, tel un grand zéro doré dans les champs dont j'héritais sur l'air des battages de juillet. Le sentiment de la nature est très présent et très fort, mais il ne se contente pas, le poète, de se limiter à cela. En réalité, dans cette contemplation de la nature, il y a toujours la nécessité de la lutte, du travail, la nécessité de l'homme de se battre pour rendre le monde aimable, habitable. Dans la vigne, il y a 1002 petits points, les raisins, couleur mauve, profond. De cette manière, les vins comme le miel réclament pour exister lutte et fureur, sans doute pour nous adoucir les lèvres. Il n'a pas de sens, la vie humaine, si ce n'est qu'à travers l'œuvre de l'homme, l'œuvre du poète, mais aussi l'œuvre du paysan, l'œuvre de l'agriculteur, l'œuvre de l'ouvrier. On a souvent reproché à Ritsos d'être un polygraphe compulsif. Il a écrit l'équivalent de 14 tomes de 300 pages, 400 pages chacun. Il écrivait plusieurs heures par jour, 7, 10 heures par jour, tous les jours. Il y a eu même quelqu'un qui, avec une certaine suffisance, disait bon, Ritsos était capable d'écrire un poème dans la durée du parcours de métro pour aller d'Omonia à la place Syntagma. C'est 2 arrêts de métro, plutôt proches d'ailleurs du métro d'Athènes. Et en réalité, qu'est-ce que ça veut dire cela? Ça veut dire que pour Ritsos, la composition poétique est une urgence vitale, parce que c'est une expression vitale. Ce n'est pas un loisir, mais c'est l'expression elle-même de l'homme. Je accélère et je cherche d'aller vers la fin. En 1967, après cette parenthèse relativement libre pour l'histoire de la Grèce et pour la vie du poète, il y a, comme vous le savez, un coup d'État. Le colonel, le 21 avril 1967, prend le pouvoir. À nouveau des arrestations, à nouveau des déportations. Ritsos est déporté initialement sur une toute petite île, qui est pratiquement un écueil, Yaros, sur lequel il n'y a même pas un arbre. Vous allez voir sur les cartes et sur les photographies, il y a que des buissons, que des pierres, et c'est camp militaire de rééducation. Plus tard, elle est déportée sur notre île, celle de Léros. Mais encore une fois, vous l'avez compris, les poètes réagissent avec l'arme la plus profonde, la plus propre, la plus sûre, qui est celle du vers poétique, de la fragilité indestructible des mots. Dans ces mêmes années, il arrive, même dans ces conditions, à écrire des poèmes, à en faire parvenir en cachette certains, aussi jusqu'à la France, où ils seront après publiés. Il s'agit d'un recueil qui s'appelle Pierre Répétition Barreau, et aussi un autre recueil, c'est 18 chansons pour la patrie amère. Ritsos utilise souvent, vous l'avez vu, les références à la mythologie. Mais pour dire des vérités éternellement contemporaines, toujours dans ces années d'emprisonnement dans l'île de Léros, il écrit le 23 mars 68 ces poèmes. Héraclès et nous. Il est toujours présent dans la poésie grecque moderne, la confrontation parfois écrasante avec l'Antiquité. Comment tenir la comparaison avec les Grecs anciens qui étaient si beaux, forts, courageux, extraordinaires? Voici là les poèmes de Ritsos. Grand et fameux, dit-on, enfant d'un dieu et tant de maîtres avec ça, le vieux Linos, fils d'Apollon, qui lui a appris les lettres, Eurytos, l'art de l'arc, Homolpos, fils des Philamon, les chants et la lyre, et le plus important de tous, Harpalycos, les fils d'Hermès, dont les épaisses, terribles sourcils occupaient la moitié du front, qui lui a pris pour de bons l'art des Argiens, les coqs en jambes. C'est grâce à quoi souvent l'on gagne au pugilat, à la lutte et même dans les lettres. Mais nous, enfants des mortels,
sans maître de notre seule volonté, dans l'insistance, le discernement, les tourments, nous sommes devenus ce que nous sommes. Et en aucun cas, nous ne nous sentons inférieurs et ne baissons les yeux. Nos seuls diplômes, 3 mots, Macronissos, Iaros, Leros. Et si maladroites vous paraissent nos vers, un jour, souvenez-vous seulement comment ils furent écrits. Sous les nez des gardiens et la baïonnette toujours sous nos flancs, nul besoin d'excuses. Prenez-les nus tels qu'ils sont. L'austère Thucydide vous en dira davantage que Xénophon avec son précieux. Vous voyez, Ritsos s'amuse presque à charger la première partie du poème avec ses noms grandiloquents, les Grecs anciens, ces figures rassurantes de leurs pronoms. Et pourtant, la valeur, la résistance, la force des luttes, qui en comparaison de ces grands héros pourraient paraître dérisoires, est elle-même le témoignage que l'homme reste le même. Il peut se battre. Dans ces mêmes périodes, une fois qu'il a recouvert sa liberté... Non, avant, excusez-moi, il y a une autre chose que je voulais dire. Il y a un autre cycle de poèmes très très célèbres qui ont été composés toujours dans cette période. C'est les 18 poèmes de la patrie amère, les 18 petites chansons de la patrie amère. Ritsos, sollicité par Theodorakis, qui à l'époque se trouvait ici à Paris, lui arrive à faire parvenir en cachette des très brefs poèmes, 18 poèmes en tout, dans lesquels il revendique la lutte des résistants, des opposants au régime militaire des colonels, comme la lutte des héros de l'indépendance. Vous vous rappelez les Grécités? On parlait « ils meurent, ils sont tués, pourtant ils ne meurent pas ». Eh bien, c'est de cette tradition que Ritsos veut se revendiquer. Il dit aux colonels, regardez que les ennemis de la patrie ne sont pas nous. Ceux qui sont fidèles à la patrie, à la Grèce, à ses luttes, ceux qui sont les vrais héritiers des combattants de 21, sommes nous. Et il anoblit et donne de la nouvelle jeunesse à cette lutte, à cette opposition. Je vous en lis juste un dans lequel les poètes parlent à la fois des souffrances du quotidien du peuple, ce peuple grec, que les pouvoirs cherchent à humilier sans y réussir, et la nécessité de l'émancipation sociale. Filles graciles. Des filles graciles, les longues des écueils, recueillent le sel, tellement courbées, tellement amères, elles ne voient même pas la mer. Une blanche voile leur fait signe dans le bleu, et pour la peine de ne pas être regardée, elle devient noire. Que veut-il dire Ritsos par cela? La voile ne devient pas noire dans la vérité des choses. La voile blanche contemple la souffrance du travail, la peine de l'homme, et pourtant ne devient pas noire. Elle devrait devenir noire. C'est ça qu'il dit Ritsos. À nous, en tant que sélecteurs, de combler cet écart, d'hisser la réalité au niveau de la poésie, rendre scandaleuse la souffrance de l'homme, faire devenir noire la voile. Les poètes recouvrent enfin sa liberté. Les colonels tombent en 1974. Et là, c'est la consécration, l'apothéose de Ritsos. Ritsos a eu raison de garder son optimisme, a eu raison de mener les combats. Il y a un poème par lequel se conclut le recueil que je viens de citer. Il dit « Ne pleure pas sur la Grèce, quand elle est sur le point de plier le couteau sur l'os, la laisse à la nuque. Voilà qu'elle s'élance à nouveau et se fait forte et grande pour combattre les monstres avec la lance du soleil. » Cette lutte a été gagnante. Il fallait la mener et Ritsos connaît une consécration complète. Il connaît ses heures de gloire, il est invité dans plusieurs universités, il reçoit des prix, des médailles, il est docteur honoris causa de plein d'universités. Et pourtant, à l'occasion de ce prix, il rappelle
j'étais emprisonné, où les cadeaux d'une vie, c'était une fleur, un fruit, une cigarette qui m'était passée en solidarité. Que voulez-vous que je m'en fasse de tous ces prix, de ces médailles? Pendant les années de la, de la dictature, Ritsos a composé des poèmes qui sortent en partie pendant la dictature, en partie après. Il se sert encore une fois de mythes anciens pour le raccrocher au quotidien. Il y a un autre exemple que je voulais vous lire de la récolte Quatrième dimension. Je laisserai la lecture à qui le fait mieux que moi. C'est depuis Hélène. Le poète imagine de donner la parole à Hélène, qui est une femme désormais très très vieille. Elle a 200 ans, dit le poète, et qui s'adresse à l'interlocuteur muet comme dans la sonate. Après Troie, notre vie à Sparte était si ennuyeuse, la véritable province, enfermés à la maison pendant toute la journée, au milieu des butins accumulés lors des guerres innombrables, et les souvenirs, évanescents et importuns, qui traînent derrière, dans le miroir quand on se peigne les cheveux, ou dans la cuisine, remontant depuis les vapeurs épaisses de la casserole, et dans le garbouillis de l'eau bouillante, entendre à nouveau certains hexamètres dactyliques du troisième chant, pendant que depuis le poulailler du voisin, un coq crie incongrument. Tu connais la monotonie de notre vie. Même les journaux, semblables dans le format, dans la mise en page, les titres, je ne les lis plus. De temps en temps, des drapeaux au balcon, fêtes nationales, défilés militaires, comme des automates à ressort. Seulement la cavalerie gardait quelque chose d'improvisé, de personnel, peut-être grâce aux chevaux. Vous voyez comme Ritsos, en se servant d'un personnage mythologique, arrive à parler de son quotidien. On peut se demander le niveau et la capacité des censeurs de l'époque qui n'arrivaient pas à se rendre compte, parce que certains de ces poèmes ont été publiés pendant la dictature, qu'on parlait d'eux. Ils étaient rassurés par les contenus mythologiques, mais évidemment, on parlait du quotidien. Je vous disais donc, après cette parenthèse tragique, Ritsos recouvre la liberté, la Grèce recouvre la liberté, et c'est les années de la grande consécration, des prix internationaux, un prix français aussi, les prix des Vigny de la ville de Paris en 1976, et les prix Joliot-Curie plus tard, des nombreuses invitations à l'étranger, interviews à la télévision, etc. Ritsos continue à écrire. Il se frotte aussi à des styles différents, à certains expérimentalismes stylistiques, mais reste fidèle à son mandat initial, celui de partir du quotidien, de la vie, dans ses détails les plus humbles, pour parler des grandes vérités de la vie de l'homme. Je vous lis un poème de un recueil qui est intitulé Erotica, des poèmes d'amour érotiques, si on veut dire, de 1981. Ça vous donne aussi la mesure de la diversité du style de Ritsos. Les corps, tosoma, dit-il, au génitif tosomatos, du corps. En général, les corps. Je n'ai pas de mots plus denses. Je prends mon sac de nylon, je rentre dans les restaurants populaires, je ramasse les arêtes de poissons pour les chats errants du quartier. Pendant l'entracte, dit-il, je parle avec les musiciens, mais les coulisses sombres. Quelle distance immense je couvre, depuis ton corps jusqu'à ton corps. Il composera d'autres recueils, l'un desquels posthume s'intitule Balcon, et dans lesquels il tutoie le quotidien. Il part vous l'aurez compris, de la pauvreté des objets les plus humbles, même révulsants, pour en faire de la poésie. On en lit 2 fragments et on s'approche de la fin de notre parcours. Premier fragment, une porte. La menuiserie, la forge, l'épicerie, les ganoches de l'agriculteur. Sous le porche, des nuages bas, les eaux des lessives, et l'inattendue porte bleue, tombée dans les décombres avec sa clé, à sa place.
Deuxième texte, décharge publique. Derrière le muret, des verres brisés, des cruches brisées et des boîtes de conserve. Les chiens moroses, les chats farouches, des légions d'orties. Et parmi elles, une petite fleur jaune, telle une étoile négligée. Elle s'est chargée de payer pour tous les pots cassés, et moi avec elle. Une poésie, donc, vous le voyez, qui arrive à partir de tous les aspects du quotidien. La lutte politique, la solitude de l'homme, ses tristesses, ses solitudes et les constats des échecs pour la transformer et la hisser à un niveau de la vérité littéraire, de la vérité universelle. Les dernières années de Ritsos sont marquées sûrement par des désillusions politiques. Il est mort en 1990. La perception de l'amertume aussi de la fin de sa vie qu'il a clairement perçue sont évidents dans ses poèmes. Mais il est resté toujours fidèle à ses idéaux, à son espoir de transformer le monde et de se lever au-delà du réel. Il y a un poème qui est inscrit sur son tombeau, dans la ville de Monemvasia. On a la chance d'avoir ce soir avec nous Madame Daléry qui a composé une très belle biographie par épisode de Ritsos, auquel je vous renvoie sans doute, et qui sonne comme... Alors, le titre est Hypothèque. Il faut juste que je la retrouve, dans laquelle le poète fait une sorte de testament de sa vie spirituelle et intellectuelle. Il dit « Je crois à la poésie, à l'amour, à la mort. Pour cela précisément, je crois à l'immortalité. J'écris un vers, j'écris le monde. J'existe, existe le monde. Du bout de mon doigt se coule un fleuve, le ciel est bleu cette fois. Cette pureté est à nouveau la première des vérités et ma dernière volonté. » Je vais clore avec encore une fois la voix du poète, en vous remerciant pour votre patience et votre disponibilité. Je me tiens évidemment à votre disposition pour les questions et les échanges. Souvenez-vous de moi, dit-il. J'ai marché des milliers de kilomètres, sans eau, sans pain, sur des cailloux et des épines, pour vous apporter du pain, de l'eau et des roses. La beauté, jamais je ne l'ai trahie. Toute ma vie, je l'ai partagée équitablement. Merci. C'est les poètes qu'il faut applaudir, évidemment. Hein. Voilà. Mais nous saluons le poète et son commentateur qui nous a fait cet après-midi un magnifique parcours et il y a plein de choses qu'on retiendrait et qu'il faudrait retenir. S'il y a des questions, on passe tout de suite aux questions. Oui. Donc, est-ce que vous savez exactement quel texte, quel événement leur lie cette passion de la Grèce antique? S'il vous plaît. Est-ce que c'était la question comme ça sera enregistré, s'il vous plaît. D'accord. Heureusement. Alors, donc, il était italien, mais est-ce qu'on sait quel texte ou qu'est-ce qui, tout d'un coup, lui a donné la passion de la Grèce et de l'Antiquité grecque? Est-ce que c'est à l'école ou quelque chose? Est-ce qu'on sait ça, ce moment? Si, c'est là. Voilà. Si. Non, alors, effectivement, donc, le poète était grec et donc il est tombé dedans quand il était petit, si on peut dire comme ça. Moi, je suis italien, mais effectivement, je suis un Italien. Je suis l'Italien du Sud, donc je suis exposé à des doses de Grèce assez intenses, moi aussi, depuis ma jeunesse, ce qui explique un petit peu les choses. Effectivement, la question est intéressante. Pose la question du rapport entre la littérature grecque moderne et l'héritage antique. Ça, c'est quelque chose qui est souvent problématique. Certains auteurs ont réagi en refusant carrément l'héritage grec, en considérant grec antique, en considérant qu'il fallait s'en libérer.
Des autres ont reconnu ces difficultés. Je pense à Séphéris, il dit « J'ai cette tête de marbre entre les mains. Elle me pèse, je ne sais pas où la poser. » Et sûrement, il parle de l'héritage antique. Et après, il y a la capacité des poètes, mais presque tous les poètes grecs, de résoudre de manière, je trouve, très heureuse cet héritage de la culture classique, sans évidemment en dépendre, en la réinventant. Il y a une remarque très intéressante. Ritsos connaît de manière très, très, très détaillée la mythologie grecque, connaît tous les détails. Il arrive à citer des personnages qui vraiment, il faut être un professeur de philologie grecque pendant 60 ans en Allemagne pour se souvenir, ah oui, c'est cette scoliaste de Xénophon qui en parle, blablabla. Donc, il avait une culture très, très, très profonde. Et pourtant, il va bien au-delà, au sens qu'il réinvente ces personnages. Il leur imagine une vie après ou avant les événements. Il y a un commentateur italien qui dit, Ezio Savino, il dit Ritsos connaît parfaitement les mythes antiques. Un certain terme, il les désacralise, on les démythifie, mais il accomplit une œuvre de restauration mythologique d'une finesse et d'une précision inégalable. Ritsos va au-delà de la donnée mythologique. Il complète les dessins. Et il me semble que ces paroles résument bien l'attitude et les rapports de Ritsos avec l'Antiquité. J'espère qu'avec quelques extraits, on a pu en avoir un aperçu. Moi, j'aurais quelques interrogations. Oui, oui. J'ai découvert assez récemment l'œuvre de Ritsos et j'ai été très impressionné par son volume et je me demande quelle est la place de cet ouvrage-là dans cette œuvre où figurent notamment pas mal de textes assez engagés et celui-ci ne l'est pas particulièrement et qu'il est un petit peu surréaliste, et cetera, et voilà, j'ai l'impression que sa nature est un peu différente et en lien avec ça, est-ce que, son œuvre est de qualité égale, étant donné le volume de textes qu'il a produits? Ou est-ce qu'il y a des choses qui vraiment, sont pas particulièrement, intéressantes? Et la question, effectivement, est très intéressante. Effectivement, il faut dire que la critique littéraire, les revues théoriques, etc., ils se sont souvent, surtout dans les années, jusqu'aux années 50-60, elles ont pointé un peu du doigt une sorte de facilité d'écriture. Ευκολόγραφος, quelqu'un qui écrit facilement. Effectivement, l'œuvre de Ritsos est très diverse d'un point de vue du style. On a il y a dans ses œuvres juvéniles, il utilise les codes, par exemple, du constructivisme russe. Il utilise des tons très, très, très expérimentaux dans les années 70. Par exemple, il y a les chefs-d'œuvre monstrueux dans lesquels il utilise un style pratiquement psychédélique, type Allen Ginsberg, Amérique années 70. Et pourtant, c'est ma conviction. Après, je suis un grand admirateur de Ritsos, donc peut-être je ne suis pas honnête, mais ma conviction, c'est qu'au-delà de cette multiplicité, justement pour la raison que j'ai évoquée tout à l'heure, la poésie n'est pas un acte esthétisant, c'est une nécessité réelle. En lisant Ritsos, on retrouve, même là où il n'apparaît pas, vous avez vu quand il parle du vin et du miel, il parle du paysage, tout est idyllique, le jardin, qu'est-ce qu'il est beau. Est-ce que le poète peut se contenter de cela? Évidemment non. Est-ce que le poète peut rester au seuil du réel en se contentant de s'en extasier? Il faut qu'il s'en extasie, tous les hommes s'en extasient, mais cela doit être la marche pour aller au-delà. De manières différentes, par des codes différents, à mon sens, à mon humble avis évidemment, vers Ritsos, cet écho est toujours repérable, est toujours calibré, parfois un peu caché, mais on le retrouve de manière constante. Évidemment, il y a des œuvres qui sont plus parlantes quand on connaît mieux l'histoire grecque. Évidemment, j'ai cité les 15 chansons pour la poésie et pour la patrie amère. Il y a des autres qui sont un ton plus universel, celle du corps que j'ai cité par exemple. Il reste que
Ritsos parcours, j'écris Le Monde, comme Madame Daléry a intitulé sa biographie, que je vous recommande sans hésitation. Je ne l'ai pas là parce que je ne suis pas en contact avec l'éditeur, mais courez la chute, elle est très bien écrite. Et il arrive à exprimer l'entièreté de l'expérience humaine, de son vécu, mais je trouve qu'il arrive à le faire de manière très encourageante. Après, c'est un poète qui vous accompagne pas toute la vie. Moi, je l'aime beaucoup, mais je suis loin d'avoir lu, je pense, même pas entière de son œuvre. Donc, c'est un poète à découvrir en continuation. Et il y a encore des choses des inédites, il y a des tiroirs pleins, et il écrivait tellement vite qu'on n'arrivait pas à publier au rythme de l'écriture. Oui, justement, dans cette rapidité, dans cette faconde absolument extraordinaire, moi j'ai quand même été surpris par ce vers que j'ai pris au passage. Un coq écrit incongrument. Il y a là quand même une recherche stylistique remarquable. Est-ce que c'est compatible avec une polygraphie, une faconde trop riche peut-être? Alors, c'est très intéressant parce que dans les styles de Ritsos, si vous prenez la correspondance de Ritsos, ses écrits de vie privée, il a une prose très complexe, très savante, très recherchée. Difficile à traduire. Hein. Moi, une fois, je ne connais pas bien les Grecs, mais je dois faire vraiment recours au dictionnaire très, très souvent. Alors que dans la poésie, on voit un registre délibérément plus simple, apparemment, comment dire, commun, mais qui répond à une préoccupation. La poésie doit être comprise partout. Vous avez vu dans l'épitaphe la femme qui pleure son fils qui est mort. On doit dire des vérités tragiques sur la vie, le monde, les destins humains, la lutte de l'homme pour un monde meilleur, l'égarement de l'homme devant la mort, et pourtant je dois pouvoir les faire dire par une femme du peuple. Comment elle peut parler, une mère d'un ouvrier des Thessaloniques en 1936 qui vit dans la banlieue, sûrement pas un langage complexe. Je dois me servir d'un langage simple pour dire quand même des grandes vérités. Et de temps en temps, par contre, il calibre et il met des petites pattes de difficulté. À un moment donné, il parle de la sonate du clair de lune, par exemple, il dit « Soirée de printemps, grande pièce d'une vieille maison », jusque-là tout va bien. Une femme âgée vêtue en noir parle à un jeune homme, la lumière reste éteinte. Jusque-là, c'est vraiment presque des notations d'un policier. Depuis les deux fenêtres rentre un implacable clair de lune. Implacable clair de lune. Voilà, ça typiquement, c'est l'adjectif qui nous dit « Attention, tout le monde sait qu'est-ce que ça veut dire implacable. » Mais implacable clair de lune, ça prend une dimension poétique. C'est juste un exemple, voilà. Et alors, concurremment, quels sont les problèmes de traduction que cela pose? Parce que j'imagine que c'est difficile à rendre. Enfin, ce vers que j'ai pris là est très bien rendu. Qu'a-t-il donné en grec? Alors, déjà, il faut être un bon traducteur. Moi, je ne suis pas sûr d'en être un. Je veux rappeler des gens qui m'ont précédé et dont on a lu quelques extraits et qui sont des grands traducteurs. Moi, je suis un traducteur du dimanche. Ne me faites... Non, ça va. Non, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais c'est objectivement vrai. Et du samedi. Et du samedi. Mais il y a des grands traducteurs. Je veux signaler des grands traducteurs qui m'ont précédé. Ils sont des grands traducteurs. Dominique Gramont, notamment, Gérard Pierrat, les éditions Segès. Donc, je viens de savoir qu'on compte parmi l'un des membres de la famille Pierre Segès, un grand poète, et qui était un grand éditeur de Ritsos, notamment de la sonate de Jean 56 et d'un premier recueil de quatrième dimension. Pascal Neveu, un autre traducteur contemporain, Anne Persona qui m'a précédé chez Bruno Doucet, c'est des grands traducteurs. Évidemment, la traduction est toujours un exercice complexe. La chose que j'ai cherché de faire, à laquelle j'ai cherché de me tenir le plus fidèle possible, c'était justement cette simplicité des mots, tout en gardant une complexité de la signification. La traduction que j'ai faite des jeux, je vous ai lu quelques extraits, une traduction métrique, où la contrainte devient particulièrement importante, parce que, par exemple, pour dire, si vous avez un mot maison, ça me fait maison, deux syllabes, habitation, voilà. Alors, vous avez la tentation d'utiliser habitation, mais vous ne pouvez pas, parce que métriquement, elle vous conviendrait, mais vous ne pouvez pas faire dire allons dans notre habitation. Non, tu le dis allons dans notre maison. Voilà, oui, je fais un exemple terre à terre, mais vous comprenez-les. Et ça, c'est l'une des préoccupations les plus importantes. Parce que justement, ces choix stylistiques d'Aritsos, c'est très important. Je veux parler une langue qui puisse être comprise, lue, entendue par tout le monde. Je ne veux pas être banal.
mais je veux que tout le monde me comprenne. Et je répète, vous lisez la correspondance privée des Ritsos, très complexe, très savante, très recherchée. Vous voyez ces interviews à la télé ou à la radio, ou dans la presse, et ces poèmes, c'est une langue qui est immédiatement compréhensible et éloquente. Oui, une question. Alors, t'as des bananes, par contre, les mictés, un peu là. Oui, j'ai fait. Si, j'ai un micro pour la vidéo. Vous voyez les verres là sur le. Papa, il est allumé là. C'est pas un micro d'amplification, c'est un micro. C'est micro pour l'enregistrement. Bon, j'ai fait des recherches sur internet, mais j'ai pas eu le temps de trouver. Il paraît que certains poèmes de Ritsos ont été traduits en français et chantés par Léo Ferré et Jean Ferrat. Alors, savez-vous lesquels? Alors, Léo Ferré, je ne sais pas. Non, je ne saurais pas vous dire. Là, vous me posez une colle, Lance. Ah, je dois répondre avec le micro. Alors, là, vous me posez une colle, madame. Non, je ne sais pas. Je sais que des poèmes des Ritsos ont été mis en musique, et ça, c'est connu par Theodorakis en Grèce, ont été évidemment enregistrés par des chanteurs comme, évidemment, tout au début, il y avait Bithikotsis, mais aussi au secours. Des grands poètes et des grands chanteurs grecs, et même la première édition des 18 poèmes pour la patrie amère, qui ont été publiés d'abord en France et enregistrés en France par Theodorakis, l'ont été en France. Par contre, des traductions chantées, là, je ne sais pas vous renseigner. Après, il y a eu des grands chanteurs grecs qui se sont frottés à l'exercice. Maria Farandouri, par exemple, et tant d'autres. Mais effectivement, ont fait l'objet des chansons. Et ce qui est intéressant, vous arrivez en Grèce, d'aller vous promener dans la rue, vous entendez des gens qui chantent des poèmes. C'est quelque chose d'unique au monde, je pense. C'est entendre quelqu'un qui chante du Aragon, un boulevard Saint-Germain, ça ne m'est pas encore arrivé. Mais non. Peut-être on n'a pas eu un bon musicien. Oh, les enfants. En Espagne, il y a des gens qui chantent l'orchestre spontanément Voilà. aussi. Non. Mais en France, c'est moins souvent. Voilà. Très bien. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous tous. Merci infiniment. Merci. Ah oui. Oui, voilà. Alors, on me dit. Alors, effectivement, voilà, sinon, l'éditeur, vous pouvez acheter. Vous pouvez acheter ces livres de Ritsos. On en a lu quelques extraits. La symphonie du printemps. Les chants de ma sœur. Qui est là, effectivement, raconte l'histoire tragique de la sœur et l'espoir de s'émanciper en la sortant quelque part de l'hôpital psychiatrique par la poésie. La Mars de l'océan, autre célébration de la vie qui correspond à une histoire d'amour, mais qui est l'amour pour le monde en général. Les 18 poèmes pour la patrie amère. Et après, voilà, aussi les jeux du ciel et de l'eau, que j'ai traduit, mais bon, voilà, ce n'est pas la meilleure traduction officielle qui existait.